Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est un vrai plaisir pour nous aujourd'hui de vous accueillir donc pour cette nouvelle session d'atelier que nous allons mener entre maintenant et le mois de juin. Sur le thème de l'humanité, sciences de l'espace et enjeux éthiques. Alors, moi, je ne vais pas vous mentir, c'est également une exploration en ce qui nous concerne, en tout cas ce qui me concerne. Alors, je n'ai pas de scaphandre, non, pas du tout, je n'ai pas de scaphandre. Voilà, on sort un petit peu de notre zone de confort et on avait vraiment envie d'entendre un certain nombre de spécialistes, d'experts sur ce sujet. Parce qu'on pense que quand même, malgré tout, on a beaucoup de choses à dire sur les enjeux éthiques et les questions spatiales, même encore une fois, si nous n'en sommes pas des spécialistes. Et c'est la raison pour laquelle on sera ravis d'entendre, en tout cas, aujourd'hui, Jacques Arnoux et Lucien Rappe, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, bien sûr, la conquête spatiale, ça a un intérêt... je dirais bonjour. Ça a un intérêt, bien sûr, évidemment stratégique. Hein. On l'a bien entendu, en tout cas, ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'espace? Comment on va le faire? Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement la performance technique de ce qu'on est en capacité de proposer aujourd'hui ou demain, mais c'est plutôt quelles sont les grandes questions qui vont se poser quant au développement du spatial à l'avenir, quels vont en être les bénéfices pour nous sur la Terre ou dans le futur, qu'est-ce qu'on a envie de faire de cet espace, est-ce qu'on a envie simplement de le conquérir, est-ce qu'on a envie de mettre au point un certain nombre de performances technologiques, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut en retirer pour notre vie sur Terre demain. Et toutes ces grandes questions, elles ne peuvent pas se faire sans une réflexion plus globale sur le cadre dans lequel se déploient aujourd'hui ces activités spatiales. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment beaucoup de plaisir et nous sommes très honorés d'accueillir vraiment deux grands spécialistes de cette question aujourd'hui. Donc, je présente rapidement Jacques Arnoux. Donc, Jacques Arnoux est un historien des sciences et il est un spécialiste reconnu de la question de l'éthique au niveau des activités spatiales. Et il exerce ses activités en particulier au sein du CNES. Et donc, il va nous faire une présentation sur le titre suivant, Ad astra per aspera. Alors, je suis quand même allée regarder. Alors, j'avais compris le début. J'avais fait un peu de latin dans ma vie antérieure. Vers les astres, jusque-là, j'avais compris, mais le per aspera, je ne savais pas. Donc, est-ce que si je traduis comme ça, mais peut-être que vous allez le traduire différemment, donc c'est vers les astres, un chemin un peu compliqué, un chemin un peu semé d'embûches. L'indispensable éthique des activités spatiales. Donc, encore une fois, on le remercie parce que c'est, je pense, le spécialiste de cette question dans ce pays. Et nous avons également la grande joie d'accueillir Lucien Rappe, que j'ai croisé dans une vie antérieure à la faculté de Toulouse, à l'université de droit, donc, qui est professeur émérite, qui est encore à l'école de droit donc, de l'université de Toulouse-Capitole, et qui est surtout, et c'est en cette qualité, je pense qu'il fera sa présentation, directeur scientifique de la chaire Sirius, et qui va donc nous parler des enjeux plutôt juridiques de ces activités spatiales au sens large, donc avec un titre Géopolitique de l'espace et Space Lawfare. Et donc, à la suite de ces présentations, nous aurons bien évidemment un débat tous ensemble. Donc, je vous remercie infiniment encore d'avoir accepté notre invitation. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Monsieur Arnoux. Donc, merci infiniment pour cette invitation. En plus, auquel était associé un excellent moment dans un restaurant tout près. Donc ça, c'est joindre le plaisir et l'agréable à une telle opération. Mais en plus, je sens que j'inaugure, donc ça fait toujours un petit peu peur. Alors, je ne me considère pas comme spécialiste. Donc je me permets de vous raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. J'étais invité à un atelier, un séminaire de gens des sciences humaines, mais qui s'intéressent à l'astrobiologie, donc
globalement à la recherche de vie extraterrestre, avec tout autour, tout l'appareil scientifique que cette question-là, y a-t-il de la vie ailleurs, peut susciter. Parce que c'est quoi la vie? Elle vient d'où? Elle va où? L'évolution. Donc c'est une communauté scientifique extrêmement vivante aujourd'hui, et en même temps à laquelle s'est associée dès l'origine une communauté plus liée aux sciences humaines. Et c'était donc plutôt des gens des sciences humaines qui se retrouvaient dans le grand nord de l'Europe. Et donc j'étais le seul des acteurs venant du monde des acteurs du spatial. Ce qui est aussi intéressant à voir aujourd'hui en termes de sociologie, c'est quand on parle du domaine spatial, il y a énormément d'acteurs, il y a des domaines extrêmement différents et qui ont ou pas des relations entre eux. En tout cas, voilà, j'étais le seul d'une agence spatiale. Et à un moment donné, une des sociologues s'approche et me dit je suis très content de vous voir en vrai, parce que j'avais lu quelques articles de votre part. Enfin, vous connaissez ce genre de discours qui met votre orgueil en forme. Et puis, est-ce que vous permettez qu'on prenne une photo à quelques-uns? Et elle va chercher 2 autres participants, et donc un philosophe britannique qui travaille sur ces questions-là, et un sociologue américain. Et donc, elle prend une photo de nous 3 et elle dit j'ai de la chance, j'ai 3 générations de spécialistes d'éthique spatiale sur cette photo. J'étais la première. C'est pour dire que moi, j'ai simplement navigué dans ce domaine-là depuis 25 ans. Donc, je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste, un arpenteur généraliste qui a traité plein de questions très mal, et donc sans aller nécessairement au fond des choses. Mais en même temps, il faut le dire, c'est qu'auparavant, ces questions n'avaient pas nécessairement été abordées. Il faut bien qu'un jour, on les prenne au sérieux, on essaie de décrire globalement le paysage pour qu'ensuite, des spécialistes, et c'était les autres générations après moi, si je puis dire, eh bien, qui essayaient de le faire. Donc, dans mon propos, c'est vraiment aujourd'hui vous donner une espèce de présentation assez générale, à la fois un peu historique, un peu de contenu. C'est peut-être pas plus mal en termes d'introduction, sachant qu'après, vous rentrerez sans doute dans des matières plus épaisses, plus riches, plus précises aussi. Et en tout cas, tout ça, il faut quand même commencer. Donc, c'est ce que j'ai tâché de faire. Alors, il faut que je trouve... Voilà. En guise de préambule, 2 choses. D'abord, rendre hommage à mon mentor, qui s'appelle Jim Détor, qui est un chercheur américain, aujourd'hui professeur émérite de l'université d'Hawaï, ce qui fait toujours évidemment rêver. Il travaille dans plutôt les questions de sciences politiques, et il en est venu à s'intéresser au spatial parce que, évidemment, on imagine quel type de société pourrions-nous créer dans un milieu extraterrestre, spatial. Voilà, c'est comme ça. Et Jim explique très bien pourquoi l'éthique doit être est nécessairement une interrogation qui doit être introduite dans les activités spatiales. Vous en avez, c'est ce qu'il dit, c'est parce que les dépenses, le danger, la visibilité publique, les défis uniques, les possibilités, et chaque terme est, en fait, quand on y réfléchit, très bien choisi. Pour toutes ces raisons, donc sa conclusion, c'est que l'espace et la réflexion éthique doivent aller de pair. Quand il faut introduire une réflexion éthique dans un milieu comme le milieu spatial. Alors, si vous faites une petite expérience de pensée, vous remontez 25 ans en arrière, donc tout ce dont nous allons parler aujourd'hui est peu connu, voire pas connu, et en tout cas pas nécessairement mis en question. Et vous vous retrouvez, ce qui était donc mon cas, débarquant dans un milieu d'ingénieurs. Comme vous l'avez dit, j'appartiens au CNES, donc c'est 75% ou 80% d'ingénieurs. Je suis moi-même ingénieur, mais agronome, donc c'est pas aussi sérieux que de faire des fusées. Comment introduire une réflexion éthique? Parce que le mot d'éthique fait peur. Les gens qui débarquent avec ça, ils vont nous empêcher de réaliser le rêve de tout ingénieur, imaginer quelque chose et le faire. L'ingénieur est dans le faire. Donc l'éthique, c'est les gens qui vont nous empêcher de faire. Et donc le premier défi a été de calmer les choses, d'apprivoiser mes nouveaux collègues, et surtout nous-mêmes de réfléchir, mais au fond, qu'est-ce qu'on entend par éthique? Alors, c'est un sujet que vous devez traiter régulièrement, donc vous avez plein de définitions. Demandez-vous à laquelle vous avez abouti finalement pour que ça soit quelque chose de digeste et même d'intéressant pour ceux auxquels vous vous adressez. Donc on a chacun nos petites définitions. Je sais qu'à l'époque,
j'avais plein de modes d'entrée, j'en prends juste un. C'était simplement de citer Michel Foucault qui dit clairement, attention, l'éthique, c'est pas quelque chose qui est réservé à des tours d'ivoire, des pensoirs, des cabinets de gens qui se retrouvent entre eux, et puis au fond, c'est pas trop ce qu'ils font, et puis qui communiquent surtout pas parce que c'est hyper secret. C'est nécessairement lié strictement à l'action. Et ça, évidemment, un ingénieur, ça parle. Quand vous êtes un ingénieur, je me souviens avoir fait l'exercice plusieurs fois à Toulouse avec mes confrères, ne parlons pas d'éthique. Dites-moi ce que vous faites. Racontez-moi votre dernier programme de A à Z. Quels sont les objectifs que vous avez posés, les choix de moyens que vous avez faits, comment ça s'est passé, jusqu'au bout. Alors on me dit, bah oui, mais c'est un retour d'expérience. Oui, mais on va le travailler un peu, et on va partir de là. Et comment vous avez pensé et agi ensemble, associer la pensée à l'action. Et Michel Foucault, qui est un bon penseur dans son genre, nous dit, c'est ça l'attitude, la posture éthique. Donc ça a été un bel enjeu, mais je le dis toujours, parce qu'il m'arrive d'intervenir en dehors du milieu spatial, je pense que c'est valable pour tout le monde, enfin dès qu'on a un souci éthique, parce que c'est un défi, et comment trouver la bonne manière de nous inviter à une réflexion, et même avant tout à une interrogation. Brièvement, une histoire de l'éthique spatiale, parce que ça permet aussi de voir de quoi c'est fait aujourd'hui. Au commencement, si je puis dire, il y a 25 ans, il n'y avait rien. C'est un peu comme dans les histoires d'origine du monde. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Quand on essaie de chercher, régulièrement, je regarde si je crois, on ne trouve pas grand-chose. On trouve un petit texte, une conférence, mais sans jamais de conséquences. Bon, voilà, un coup en l'air. Et puis en 2000, il y a 2 initiatives, pratiquement au même moment. L'une vient de l'UNESCO, en fait, à l'invitation de l'Agence spatiale européenne, sachant que les 2 sièges sont à Paris, très voisins. Et donc l'UNESCO, il y a 25 ans, lance un travail de réflexion sur l'éthique des activités spatiales. C'est même de la politique spatiale, si on prend le titre en anglais, qui est menée par Alain Pompidou, décédé récemment, qui mène cette étude. Et bon, un rapport intéressant, parce que les contributeurs sont d'origine internationale, puisque c'est l'UNESCO, c'est ça le grand intérêt. À la suite de ça, l'UNESCO crée une sous-commission de ce comité d'éthique dédié aux activités spatiales. Et puis 2 ou 3 ans plus tard, tout ça disparaît dans les sables, dans les labyrinthes du siège de l'UNESCO peut-être, sans autre connaissance et sans autre conséquence. Et l'ESA, qui avait eu cette initiative, elle aussi perd cette initiative. Régulièrement, on dit que ça va être relancé au niveau de l'ESA. C'est toujours pas le cas. En revanche, aux dernières nouvelles, l'UNESCO, donc 25 ans plus tard, a décidé de reprendre la question et prépare un rapport pour la fin de cette année qui devrait être présenté à la prochaine Assemblée générale du comité d'éthique. Donc, avec un peu de difficulté, j'ai réussi enfin à avoir un peu quelques informations, mais pour l'instant, je ne sais absolument pas du tout où ils en sont. Donc, vous voyez, à l'époque, une initiative, et puis ensuite, plutôt un grand vide. Au même moment, et pour des raisons totalement différentes, au sein du CNES, cette idée-là émerge. Une réunion avec, entre autres, le directeur général, qui dit « pourquoi pas ?» Bon, en fait, après, nous avons appris que ça avait été une demande du gouvernement, que les organismes comme le CNES, les établissements publics donc, liés à la recherche, au développement, se dotent d'un comité d'éthique, ce qui était déjà le cas du CNRS, évidemment, de l'INSERM. L'INRA avait déjà quelque chose dans les tuyaux, mais le CNES n'était pas du tout dans le coup. Donc l'idée rejoignait, et nous ne le savions pas, ceux qui avaient un peu lancé l'idée, ne savaient pas, correspondait aussi à une demande du gouvernement, ce qui est toujours très bien quand on peut être un bon élève vis-à-vis de ses tutelles. Donc nous voilà lancés dans cette aventure-là, avec une position assez, pragmatique et modeste. Un truc qui n'existe pas, en tout cas au sein de notre milieu. La première chose à faire, c'est de faire une espèce de cartographie des questions. Et puis y aller tranquillement. Notre souci était vraiment de ne pas créer immédiatement une structure, parce qu'on avait aussi en face de nous l'exemple de l'UNESCO qui ne marchait pas très bien, même si c'était vraiment contemporain, une structure qu'on n'aurait pas de la matière pour la faire vivre, pour la nourrir, parce que nous ne savions même pas ce que c'était que l'éthique spatiale, puisque ça n'existait pas. D'où la décision de commencer très modestement un mi-temps d'une personne qui défriche le terrain. Bon, et j'ai la chance, je reconnais,
d'être là et d'occuper ce mi-temps. Petit à petit, c'est passé à un plein temps avec pas mal de difficultés, mais on y est arrivé quand même. Et d'y aller vraiment petit à petit. Et ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est que la chance, c'est que ça s'est maintenu pour une raison essentielle, c'est le public qui nous a soutenus, qui a soutenu cette initiative. Nous nous sommes rendus compte que les premières personnes qui étaient intéressées en se disant « mais à quoi ça sert l'espace ?» ce dont vous parliez. À quoi ça sert? Pourquoi un programme spatial? Bon, voilà. Et puis, c'est toutes ces questions que j'aborderai rapidement tout à l'heure, enfin, j'évoquerai. Ce sont nos publics qui nous ont dit « mais c'est intéressant, ça. On aime bien avoir des... » Bon, ici, vous avez la chance d'avoir une cité de l'espace. Bon, voilà, avoir des belles transmissions vidéo, voilà, quasiment un lancement comme vous y étiez. Enfin, on a des belles images dans le spatial. On a des choses qui sont... Oui, mais derrière ces images, quand même, nous, on paye ces programmes-là. Ça sert à quoi? Et donc, c'est le public, via aussi les médias, qui nous ont sollicités d'une manière assez inattendue et qui ont fait que cette matière de l'éthique spatiale n'a pas disparu au bout de quelques mois ou quelques années. Et que 25 ans plus tard, ça existe toujours et puis ça s'est même un peu développé. Je dis ça parce qu'il faut faire confiance aussi au bon sens de nos concitoyens, à leurs questions. Ils ont de bonnes questions et sincèrement, chaque fois que je rencontre le public, toujours il y a des bonnes questions. Ou en tout cas une manière intéressante de formuler des questions parce que... Une fois encore, c'est la mission d'un organisme public. Moi, je vous rappelle toujours, ça commence par là. La troisième image, donc là, la seconde chance d'Icare, c'est la première publication, parce que, évidemment, qui dit public, dit aussi publicité, publication, communication. Nous avons toujours fait, et nous continuons à faire vraiment un effort sous toutes les modes. Alors, à la fin, je pourrais vous montrer quelques couvertures de livres, mais il y a aussi les vidéos, les réseaux sociaux, tout ce qui peut passer sans en faire une énorme politique, mais en tout cas profiter de toutes les occasions, comme aujourd'hui, et plein d'autres. Et à partir de... C'est pas de 7 à 77, c'est encore plus large. Enfin bon, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de bonnes questions. Ça, en tout cas, c'est une conviction personnelle. La troisième image, c'est dans cette brève histoire, un moment intéressant, 2009, est publié un rapport aux États-Unis qui a été demandé par Obama sur la politique spatiale, le programme spatial américain. À cette époque, les Américains étaient dans un énième programme de retour sur la Lune. Celui-là, il avait été lancé par Bush, fils, enfin junior. Et Obama voulait avoir l'état des lieux. Et dans l'état des lieux, qui a été fait par un spécialiste des questions spatiales de l'époque, Norman Augustine, il y a des représentations techniques, économiques, industrielles, où on en est, etc. Enfin, on n'en était pas très loin, il y avait pas mal de difficultés. Mais il y a dans ce rapport, à plusieurs reprises, un paragraphe un petit peu analogue à celui que vous avez à l'écran, avec un discours qui est extrêmement simple, mais extrêmement efficace. Nous explorons pour atteindre des objectifs et non pas des destinations. Cette phrase-là, elle est géniale. Elle résume exactement l'enjeu de l'éthique en général, et en particulier l'éthique spatiale. Parce que l'espace, c'est le royaume des destinations. Je vous promets la Lune. C'est comme ça que Kennedy avait lancé le programme spatial. En gros, je vous promets la Lune. Ça va être difficile, les gars, mais je vous promets, on va y aller. Ils y sont allés. Donc, c'est des destinations magnifiques. Aujourd'hui, il y a des agences de tourisme qui proposent la Lune. Enfin, à peu près, ou presque. Donc, mais est-ce que c'est cela? Et Augustine est clair. Nous explorons pour atteindre des buts. Quels sont ces buts? Et la suite du paragraphe, et qui est répétée à 2-3 endroits dans ce rapport, c'est que si vous n'êtes pas capable de définir des buts, arrêtez-vous tout de suite. Ne vous laissez pas fasciner par la destination. Parce que c'est aller à la catastrophe. Et à l'époque, 2009, le but, il y avait pas... Oui, retourner sur la Lune, pour y faire quoi? On ne sait pas trop. Alors aujourd'hui, les Américains, on ne sait pas trop non plus, parce qu'il y a eu des événements politiques il y a quelques mois, qui fait que les programmes lunaires américains, on ne sait pas trop où on va aller. Mais il y a encore quelques mois, c'était ne serait-ce que arriver avant les Chinois. Comme il y a 50 ans, c'était arriver avant les Soviétiques. Je ne dis pas que ces buts sont... Mais au moins, il y a un but, il y a un objectif précis. Pas seulement, on va sur la Lune pour aller sur la Lune. Bon. Donc, et ça, je le répète toujours à mes collègues. Je dis, voyez, attention,
Parce que l'espace, c'est fascinant, c'est merveilleux et tout. Donc, ne confondez pas la destination et l'objectif, le but. Là, on est en 2009, et en fait, dans ces années-là, le spatial va basculer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le New Space. On n'a pas l'équivalent en français. Enfin, je sais que le Collège de terminologie spatiale s'est penché plusieurs fois là-dessus. C'est maintenant tellement ancré que ça ne sert à rien. Même si on inventait un terme, il ne passerait jamais. Donc, autant passer à un autre terme. Enfin, je veux dire, réfléchir à d'autres termes. En tout cas, et c'est vraiment de manière extrêmement caricaturale, mais je vous mets quatre couvertures du livre, c'est que depuis les années 2010, en particulier du fait de l'entrée du monde spatial dans le New Space, avec tout ce que vous connaissez, Elon Musk et les autres, toutes ces aventures-là, il y a davantage d'intérêt pour le spatial, d'interrogation, qui vient du public. Il y en avait déjà auparavant, mais il y en a de nouveaux, et puis peut-être un peu plus dense, mais ça va être sans doute des choses sur lesquelles, durant ces 3 séminaires, vous reviendrez sans cesse. Et en particulier, ça a permis à des universitaires de se saisir du thème spatial. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, des juristes, évidemment, c'était, me semble-t-il, le grand domaine des sciences humaines, mais peut-être le seul qui vraiment s'intéressait au spatial. Les historiens, un peu, oui, mais bon, c'est pas ça qui va nourrir. Alors, c'est essentiel pour nourrir, mais c'est pas suffisant pour nourrir une réflexion éthique. Et là, maintenant, quelqu'un comme Tony Milligan, le premier ouvrage donc à votre gauche, philosophe anglais, qui a vraiment pris cette question-là et qui le nourrit avec un appareil, une réflexion réellement philosophique. Les 2 autres du milieu, donc qui viennent des États-Unis. Le deuxième, c'est plutôt une astronome qui a comment dirais-je, un discours un peu militant aussi, mais qui interroge le New Space, les enjeux sociaux, etc. Une anthropologue qui s'interroge sur la dimension religieuse à la manière américaine, tous les effets d'idéologie qu'il y a dans le spatial. Et puis le dernier exemple, mais c'est un exemple, on pourrait multiplier à d'autres publications, cette fois-ci en français, donc il y a 2 ans maintenant, de 2 chercheurs du CNRS qui proposent donc une histoire de la conquête spatiale, une histoire un peu, si vous permettez, un peu orientée. Il y a aussi un discours, une prise de position idéologique, enfin au sens objectif du terme, voire même politique. Mais en tout cas, tout cela n'existait pas il y a 20 ans. Et c'est essentiel parce que ça veut dire que les acteurs du spatial aujourd'hui peuvent et même doivent se nourrir de ce type de réflexion. Toujours, évidemment, je n'oublie pas les juristes, je ferai encore rapidement mention, mais après, je vous laisserai ce domaine-là, bien sûr. Mais il n'y a pas que les juristes. Il y a aussi d'autres domaines de philosophie, d'anthropologie, de sociologie, qui vraiment, avec des communautés qui se constituent et qui sont vivantes. Ce n'est pas un personnage dans un coin, à l'autre bout de la planète, à Hawaï ou ailleurs, qui s'y intéresse. Ce sont des communautés qui se créent. Et des domaines de recherche. Et ça, je vous avoue que pour moi, le vieux routard, c'est une grande satisfaction. Enfin, j'y suis pour rien. Mais de voir qu'il y a cette communauté qui vient nous aider aussi, avec, évidemment, le défi que ces communautés se rejoignent. Et pas qu'on s'ignore, mais quelquefois j'entends des gens des sciences humaines parler du milieu spatial. Oui, c'est exact ce qu'ils disent, mais ça ne va pas rejoindre ceux qui sont aux commandes, aux manettes, qui appuient sur les boutons, qui lancent les fusées. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Alors j'ai raté quelque chose, non, mais ça c'est des références. Alors oui, je n'ose à peine, mais il faut quand même dire qu'il y avait des précurseurs à l'éthique. Ce sont vous les juristes, évidemment. Quand je dis il n'y a rien avant 2000, qui a une étiquette éthique. Mais, et vous en parlerez, enfin, le corpus juridique, c'est évidemment fondé sur toute une réflexion préalable que je connais très mal. Mais quand je parcours les principes qui sont à la base du droit, chacun de ces principes devrait, et de fait aussi, animer notre réflexion éthique. Qu'est-ce qu'on appelle libre accès, qu'est-ce qu'on appelle non-appropriation? C'est pas que du juridique. Et ça, c'est vraiment aussi une base essentielle de la réflexion, des interrogations, parce qu'aujourd'hui, dans le cas du New Space, les gens nous disent « Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce type qui nous dit je vais aller sur Mars et je vais faire des colonies mais il s'approprie la Mars quand il envoie sa Tesla au bout de sa fusée ça choque les gens, même si pour certains, il n'y a pas de droit spatial. Ils ne connaissent pas nécessairement le droit spatial.
ils ne connaissent pas nécessairement ces principes. Mais il y a toutes ces images qui sont formalisées par le droit, mais dans sa réflexion préalable, qui évidemment constituent un apport essentiel pour ceux qui, comme moi, simplement essayent d'aider une réflexion publique ou au sein de la communauté spatiale, sans rentrer dans des détails, des finesses, parce que les juristes existent, bien sûr. Il y a des juristes au CNES, il y a des juristes à l'ESA, mais c'est pas nécessaire d'entrer dans des discussions de spécialistes. En revanche, de s'appuyer sur ces principes. Évidemment, aujourd'hui, la responsabilité internationale des États, grande question, public-privé, aujourd'hui, oui, mais demain, la question de l'utilisation pacifique, évidemment, immense question. Vous avez un commandement de l'espace qui est en cours de finition aujourd'hui à Toulouse. Quelle relation avec les militaires, sachant que les militaires aussi, eux, entrent aussi aujourd'hui de plein pied comme des acteurs dans le droit. Il y a toutes ces évolutions. Tout ça, il ne faut pas trop... bien sûr qu'il y a des frontières des disciplines, mais en même temps, il faut que ces frontières soient poreuses. Elles le sont, et tant mieux. Et puis, la dernière, le respect du bien commun, évidemment, c'est des questions qui, je reviendrai peut-être, dépassent très largement le domaine strictement spatial. Alors, comment nous avons procédé ? Je vous disais tout à l'heure, faire une espèce de cartographie de ce que peut être l'éthique spatiale. Eh bien, c'est là que je dis que je suis purement généraliste. Ma fiche de mission, c'était de dire développer une réflexion éthique dans le domaine spatial. Alors quelles sont les questions ? On a fait cette liste. Et puis au fur et à mesure, des opportunités, de mon humeur, de la dernière discussion, on prend ces questions, on essaie de les développer, d'amasser un peu de matière, et puis de partager nos réflexions. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que, c'est parce que c'est une nouveauté, et qu'il n'y a pas encore je n'avais pas une couverture à vous proposer, c'est que la toute dernière étape, en tout cas à l'heure actuelle, de cette réflexion éthique, a été finalement la création d'un comité d'éthique au CNES. Donc, le CNES avait été la première agence à créer un poste d'expert éthique, et le CNES est à nouveau la première agence à avoir créé le premier comité d'éthique des missions, des activités spatiales. Alors, il est tout nouveau, il a 1 an de fonctionnement. Nous sommes en train de terminer un premier avis sur les données d'origine spatiale. Donc, on a pris un sujet qui relie un peu la Terre et l'espace, toutes ces données que le spatial produit, qui transmet, qui à un moment donné passe par l'espace. Il y a des tas de questions, alors juridiques. Notre ami Philippe Clerc s'était senti très, très heureux là-dedans, parce que son âme de juriste a eu beaucoup de plaisir à traiter des questions du statut des données, mais il y a aussi d'autres questions derrière, c'est vrai. Dès lors que, je vais rappeler à l'instant, on passe par un endroit qui est quand même, par principe, déclaré bien commun de l'humanité, ces données qui passent par l'espace, est-ce qu'elles n'ont pas non plus un caractère commun ? Donc voilà, ce comité commence à travailler, on va rendre un premier avis, voir comment le diffuser, il faut apprendre à travailler et surtout vouloir le pérenniser. Parce que durant effectivement les 20 ans qui sont passés, ou 25 ans, j'ai vu aussi un certain nombre de comités d'éthique naître, disparaître ou ronronner sans beaucoup et sincèrement, aucun d'entre nous n'a ni l'envie ni le temps de ronronner autour d'une structure qui au fond ne sert pas à grand-chose. Donc des questions, elles sont multiples, elles mêlent toujours le côté technique, le côté, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors le premier, c'est voilà ce qui, heureusement, ne vous est pas arrivé tout à l'heure, c'est la question des débris qui sont au-dessus de nos têtes. Vous les connaissez, et vous savez pourquoi je le cite comme étant la première question, c'est que ça a été la première question qu'on a eu envie de traiter, pour une raison toute simple. C'est que moi, je me suis dit, mais par quoi commencer ? Et le siège du CNES ne se trouve pas à Toulouse. Le principal campus du CNES est à Toulouse, mais le siège se trouve aux Halles. Et à côté des Halles, vous avez le centre Pompidou, où il y a une très belle bibliothèque. Donc, il y a 25 ans, je suis allé à la bibliothèque, et j'ai été demander la revue de presse. Parce que c'était pas informatisé tout ça, donc il fallait trouver une revue de presse papier. J'ai demandé la revue de presse Espace et j'ai fait le tour de tout ce qu'ils avaient dans les archives de la revue de presse du Centre Pompidou sur la rubrique spatiale. Et j'ai regardé quelles étaient les thématiques qui étaient abordées par les médias.
Et puis je mettais des coches. Et la première thématique, c'était les débris spatiaux. Et aujourd'hui encore, si vous regardez, moi j'ai accès à la revue de presse des questions spatiales en France, c'est le sujet le plus fréquemment traité dans les médias. C'est un sujet qui nous intéresse en termes de de société, de public. Avec parfois l'impression que les gens découvrent. Non mais ça fait 30 ans qu'on en parle, ça fait 40 ans qu'on en parle du domaine spatial. C'est un vrai sujet. Après les gens, comment se fait-il? Vous ne faites rien. Si, on essaie de faire des choses, mais il y a encore plein de choses à faire. Bon, et en plus, la situation s'aggrave plutôt qu'elle ne s'améliore. Donc, voilà. Alors, vous me direz, oui, quand on voit la situation où vous avez là l'augmentation du nombre des objets en orbite autour de la Terre et le nombre de... En gros, vous avez les 3 premières courbes. La courbe la plus épaisse qui est vers le haut, donc c'est le nombre d'objets au total. En dessous, là, un petit violet un peu pointillé, c'est le nombre de débris. Alors on voit qu'il y a eu des espèces de poussées régulières et puis que ça avait tendance un peu à se calmer. Et puis en dessous, vous avez un trait bleu, un bleu ciel, qui est les engins spatiaux. Et ça ne vous étonnera pas, c'est que là, depuis quelques années, ce nombre augmente de manière exponentielle. C'est tout l'effet Starlink, méga constellation, où en quelques années, le nombre d'objets a plus que doublé, voire triplé dans l'espace autour de nous. Donc ça, ce ne sont pas des débris, mais ça va devenir des débris un jour. Bon. Donc toute une question de gestion. Alors, que vient faire l'éthique dans tout ça? Elle n'a pas grand-chose à dire. C'est déjà parce que cette prise de conscience, mes collègues ingénieurs, ils l'ont depuis les années 80. Alors, évidemment, ça change en fonction de l'état des courbes. Aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité. Je dirais simplement à cette occasion-là que le fait que nous soyons tellement en termes que public tellement sensibles à ça, d'abord, il faut le dire, il ne faut pas hésiter, c'est une manière aussi de pousser les agences et les acteurs à être plus responsables dans la production de débris, la gestion des débris, la gestion commune, mais c'est aussi le fait que, ça c'est si vous me permettez une petite réflexion personnelle, c'est que l'espace au fond joue pas seulement sur les débris, l'espace possède un caractère, alors j'utilise un mot vraiment, d'obscénité, au sens où nous avons une mise en scène spatiale des choses qui ne vont pas nécessairement bien sur Terre. Les débris, il n'y en a pas que dans l'espace. S'il y en avait que dans l'espace, ce serait bien. Mais là, nous avons devant nous, d'une manière ou d'une autre, les excès de notre société ou de nos sociétés. Des excès dans la consommation, les excès dans... Voilà. Est-ce que nous avons vraiment besoin de méga constellations, de 15 000 satellites, peut-être même 30 000 satellites, peut-être même 40 000 satellites, puisque c'est Starlink, les prévisions. Mais déjà, pendant des années, on a eu 2-3 000 objets spatiaux autour de la Terre. Déjà 15 000. C'est 5 fois plus qu'on en a eu pendant des années. Mais est-ce que nous avons vraiment besoin de ça? Et quelque part, la sensibilité du sujet ne serait-elle pas liée à ce côté obscène, si vous me permettez, de mise en scène de quelque chose qui est excessif et qui, au fond, peut-être nous dérange un peu. D'habitude, les débris, on les met dans des poubelles. La poubelle a été inventée pour ça, pour cacher, pour mettre de côté. Et là, ils sont devant nous. Donc il y a un travail, mais là aussi, c'est le côté public. Il faut effectivement en parler, pas tomber dans l'accusation systématique, parce on ne fait que s'accuser nous-mêmes. Ne vous en faites pas. Starlink, on envoie des satellites parce que ça rapporte de l'argent à terme. C'est pas pour faire beau, et c'est pas non plus pour embêter les astronomes. Toute la question de la pollution. Autre question dont on a entendu et régulièrement, mais c'est pas des questions récentes. On l'a entendu récemment. Est-ce que c'est pas, l'espace un allié de Big Brother? Du ciel, je surveille tout ce que vous faites. Mais ça fait des décennies qu'on en parle. Alors, comment s'interroger là-dessus? Alors, là aussi, il n'y a pas que dans l'espace qu'il y a des caméras. Enfin, là, il y a une caméra en face de moi, c'est pour le partager, mais tous les usages détournés possibles. À cette occasion, quand même, toujours faire attention. Il y a des choses qui sont négatives, puis des choses qui sont positives. Peu connue, finalement, est l'initiative de ce qu'on appelle la Charte Espace et Catastrophes Majeures, une initiative de l'Agence spatiale qui a maintenant
presque 25 ans, donc une charte, un engagement mutuel de ceux qui signent cette charte, donc je vous dis plutôt des agences publiques liées au spatial ou du spatial, pour mettre à la disposition de régions, de pays qui sont touchés par des catastrophes majeures, les données spatiales. C'est pas une donnée qui va sauver directement des gens, mais c'est quand même une donnée spatiale qui peut permettre de faciliter l'accès des secours, parce qu'évidemment, quand il y a une catastrophe majeure, qu'elle soit naturelle, très souvent, là vous avez l'exemple des 4... alors la dernière activation au 19 mars, il y en a peut-être eu depuis, mais il faut simplement à un moment donné arrêter la présentation. Vous voyez, une catastrophe qui est liée à une pollution de pétrole, une inondation au Kazakhstan, un cyclone tropical à Madagascar, un glissement de terrain de nouveau en Équateur d'ailleurs, 2 fois de suite, les pauvres, mais naturel et artificiel. Bon, il peut y avoir une désorganisation totale des réseaux, donc avoir une vision, parce que les satellites ont cette capacité-là, ça peut aider. Cette charte a été déclenchée depuis donc 2002, le début de cette charte, et on doit être autour de 900 ou 1000 fois. Et c'est une veille, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, cette capacité à surveiller, c'est aussi veiller sur. Jouons sur les mots pour voir aussi. Ça fait aussi partie des choses qu'il faut... Enfin, l'éthique, ça peut être aussi de reconnaître comment les choses se font. Moi, j'ai des collègues, on leur dit, mais voilà, on va arrêter de vous culpabiliser. Vous faites des débris, mais les débris, ça vient d'où? Enfin, ça sert à quoi? Donc, autre exemple de sujet, alors... ça a été aussi l'objet d'une publication il y a quelques années, puis on essaye d'y revenir régulièrement. Alors, la célèbre question, l'espace est-il à vendre? Ça, c'est une question qui nous est régulièrement posée. Monsieur Rapp, je suppose que vous l'avez entendu 10 000 fois, et toujours un sujet intéressant. Pour le clin d'œil, c'est que vous avez ici mon acte de propriété d'un terrain lunaire. J'ai fini quand même par l'acheter parce que ça coûte pas cher, et c'est quand même plus sympa de montrer mon acte de propriété, pas celui de Monsieur Smith que vous trouvez sur Internet. Bon, évidemment, c'est lors du canular. J'aime beaucoup l'ouvrage dont vous avez la couverture d'un confrère, un de vos confrères, roumain je crois, hein, et Virgiliu, qui est absolument délicieux, qui a écrit un bouquin sur justement tous les gens qui ont vendu la Lune. Alors c'est une histoire très drôle, hein. Bon, on a vendu la Tour Eiffel, on a vendu etc. On a vendu la Lune, mais depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Et c'est absolument un bouquin qui est passionnant. Bon, alors ça montre aussi... il y a ceux qui sont conscients, comme moi, je sais très bien que je ne possède pas, et d'ailleurs c'est précisé, on ne vous fournit pas le moyen d'y aller. On fait quand même attention qu'il n'y ait pas de mensonge commercial. Bon, mais derrière ça, il y a des questions intéressantes, parce que ça, après, c'est une question de droit. Donc, rappelez que le drapeau qui a été posé par les Américains, ils ont bien précisé que ce n'était pas une appropriation à cette époque-là. On verra ce que ça donne dans le futur. Mais en tout cas, au moment des missions Apollo, après Apollo 11, il y a eu vraiment un texte que vous avez ici qui dit bien c'est pas la même chose. J'ai fait le rapport avec le même drapeau américain dans les compétitions sportives. Voilà, c'était à l'époque cette dimension-là. On verra ce que c'est plus tard, mais là je ne suis pas prospectiviste ni futurologue. Mais là aussi, c'est autant, je trouve, d'occasion de rappeler, hein, de faire partager des expériences, de voir comment on s'est comporté dans l'espace par rapport à des comportements terrestres. En revanche, alors là aussi, c'est ma manière à moi de résumer ce que les juristes présentent de manière beaucoup plus intelligente. Hein, et voilà, bon, en gros, comment ça marche? Il y a d'abord une comparaison avec le droit de la mer. Bon, je me souviens qu'un des premiers juristes que j'ai rencontré, Armel Kerest, c'était dans un café à Brest. Donc, pour moi, c'est donc... dans mon ignorance de droit, ça me suffit. Voilà, un droit de la mer, vous êtes dans les eaux territoriales, très bien. Vous êtes dans l'espace aérien. C'est globalement donc une espèce de colonne, très bien. Et puis la colonne monte à une certaine altitude qu'il faut définir. Alors là, il y a des débats, 80 km, 100 km. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Puis après, vous quittez les eaux territoriales, vous êtes dans les eaux internationales, vous êtes dans la zone orbitale, le vide, voilà, spatial. Et là, comme dans les eaux internationales, si vous avez les moyens d'armer un chalutier, vous pouvez faire de la pêche. Il y a des normes, hein, on ne pêche pas n'importe quoi, n'importe comment. La même chose, il y a des normes. Les satellites, vous ne l'envoyez pas n'importe quand, n'importe où. Il y a des codes, il y a des organisations internationales, ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Et puis, si vous êtes, vous continuez...
plus loin. Alors en l'occurrence, vous descendez dans la mer ou vous allez vous poser sur la Lune. Bon, c'est le sous-marin de Rastapopoulos, mais ou les missions lunaires. Alors là, vous arrivez sur un patrimoine commun. Et patrimoine commun, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Donc la Lune appartient à tout le monde. Donc elle appartient autant à vous qu'à moi, qui est mon petit terrain lunaire, un endroit bien spécifié. Et personne ne peut en tirer un profit, dans la définition. Mais, comme M. Rapp vous l'expliquerait, tout le monde n'a pas signé, loin de là, l'accord sur la Lune qui proposait de déclarer la Lune patrimoine commun. Mais, alors, ça, c'est très important quand on est dans, mais vous l'avez fait maintes fois avec du public, de rappeler ce genre de choses. Parce qu'au finalement, vous faites, moi ce que j'avais fait il y a très longtemps, c'est pour ça que je suis venu au spatial, l'expérience que passer par l'espace, ça vous permet de revisiter la Terre. C'est ce qu'on a fait aussi, on est allé sur la Lune, la grande destination, la grande découverte des missions lunaires, on dit plusieurs astronautes, c'est la Terre. On a redécouvert la Terre en prenant de la distance. C'est la même chose. Vous allez faire un peu de droit spatial, vous ne devenez pas nécessairement un spécialiste, je ne suis absolument pas spécialiste, mais vous venez relire, redécouvrir, réanalyser ce qui se passe sur Terre. Comment nous traitons nos ressources, nos espaces terrestres ? Il y a différentes manières de les traiter, plus ou moins bien. Donc faisons un petit tour par la Lune et revenons vite sur Terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai déjà évoqué, et vous l'évoquerez, le grand changement, depuis 15 ans, c'est le New Space, avec des prétentions quand même qui vont au-delà de l'exploration et qui mettent ce qui, dans les textes, les premiers textes, est exploration et utilisation de l'espace, on ne savait pas trop encore ce que c'était, mettent aujourd'hui des éléments beaucoup plus concrets, avec des prises de position des États. Je rappelle la position en 2015 des États-Unis en disant toute entreprise privée américaine qui irait exploiter des ressources spatiales, nous allons protéger son profit. Bah oui, mais attendez, alors c'est quoi ? Bien commun, patrimoine commun, vous parlez de profit, il n'y a pas une espèce de paradoxe, voire d'opposition. Alors, grande discussion entre juristes, donc je laisse les juristes en parler, mais cette initiative américaine était suivie par la même initiative du Luxembourg, des Émirats arabes unis, du Japon. Donc c'est un mouvement, même si concrètement il n'y a pas encore grand-chose, mais un mouvement qui interroge énormément. Une remise en cause de ces principes plutôt de bien commun, de coopération, qui sont beaux, qui sont toujours une référence. Mais comment défendre ces principes ? Alors j'ai mis un petit clin d'œil à ce texte de 2015. Dans les accords Artemis, je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien qu'il y a quand même une évolution par rapport à d'autres accords internationaux, par exemple celui de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, où il y a quand même une certaine égalité dans les partenaires. Là, avec l'Artemis, quel que soit le futur de ces accords, il y a quand même un retour, une hégémonie américaine et puis une tendance à tirer un peu vers des endroits protégés. Tout ça étant évidemment mis avec plein de précautions oratoires ou dans les textes, mais pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que nous voulons faire dans l'espace demain. Alors, les accords sont possibles, mais aussi les désaccords. Donc il y a vraiment une question vers ce que j'appelle, pas moi d'ailleurs, une nouvelle gouvernance ou un nouvel espace. Il y a des groupes, je me souviens du travail de ce groupe qui avait été suscité par la Hollande et donc qui était réuni à La Hague à plusieurs reprises pour essayer de proposer des éléments pour faire avancer le droit en respectant les différents acteurs. Parce qu'on ne peut pas non plus nier l'arrivée des acteurs du New Space et leur intérêt pour l'espace et leur demande. Mais en même temps, que faire avec les États qui sont à côté ? Il y a des propositions, ça c'est surtout pour non pas rassurer le public, mais qu'il ne croit pas que parce qu'il n'entend parler de rien, il n'y a rien qui se fait. Encore tout à l'heure, pendant notre déjeuner, M. Rapp a évoqué la loi spatiale européenne. C'est dans les tuyaux, mais évidemment, il n'y a pas question de communiquer pour l'instant. Alors on va dire, l'Europe ne fait rien, c'est vite fait. Donc essayez de... Encore une fois, c'est pas pour rassurer, c'est au contraire pour que le public appuie. Moi, je suis vraiment, vous l'avez entendu, j'ai dit dès le début, il faut s'appuyer sur le public, et toutes les formes de public. Tant que nous sommes dans une démocratie, tant que les médias peuvent avoir aussi un rôle, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est comme ça que les choses aussi peuvent changer. On le sait bien dans d'autres domaines où des directions peuvent être prises ou ne pas être prises parce qu'il y a une certaine pression du public. Pourquoi pas dans le spatial ? D'autant plus que c'est un sujet vachement intéressant.
Qu'est-ce que je mets sur l'espace à tout prix? Disons, plus généralement, c'est ça. L'idée d'Enpark, on entend souvent, l'espace ça coûte cher, il y a plein d'autres choses à faire sur Terre, à qui profite l'espace? C'est toujours au même, etc., etc. C'est une très belle question. Mais évidemment qui est très compliquée, parce que là aussi, il y a plein de questions. Voilà, ça touche plein d'autres domaines. C'est pas une question neuve. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des touristes spatiaux qui payent des dizaines de millions chacun de leur vol qu'on dit ouais c'est scandaleux, etc. On ferait mieux d'utiliser ça pour construire des hôpitaux, etc. Mais ça a toujours été la question. C'est les deux petites photos. La veille du lancement d'Apollo 11, il y a une grande manifestation de la communauté afro-américaine à Cap Kennedy pour dire mais c'est insupportable, vous gaspillez tant d'argent. C'était parce qu'à cette époque-là, les budgets étaient énormes par rapport au budget national américain. Et on vous gaspille alors que nous, minorité, nous n'avons pas d'école, pas de santé, etc., etc. Donc c'est déjà ancien. Au milieu, j'ai mis un texte aussi très connu entre une religieuse qui était engagée dans le soin d'enfants en Afrique et puis l'un des directeurs de la NASA et comment le directeur essaie d'expliquer comment aujourd'hui on peut aussi faire avancer une société grâce à des techniques spatiales. Alors, vous me direz, c'est un peu démago, mais ça ouvre la question. Et puis ça ouvre aussi la question, alors c'est la tasse de café qui est à côté, ça c'est un petit clin d'œil à mes amis astronautes. Vous savez, quand vous leur posez la question, mais dites-moi, monsieur l'astronaute, ou madame l'astronaute, puisque c'est la prochaine, c'est une femme astronaute, vos petits tours dans l'espace, ça coûte vachement cher, et on ferait mieux. Bon, ils vous répondent, encore récemment, Jean-François Clairvoy me dit, voilà, la contribution d'un Européen au vol habité, c'est un peu moins de 2 €. Une tasse de café, peut-être un peu... bon, voilà. Et en sachant qu'en France, la contribution de chaque citoyen français à l'éducation nationale, c'est 1 000 €. Donc, c'est pas pour dire on peut faire n'importe quoi et on peut multiplier par 100 la contribution, enfin le programme spatial, c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que ça pose des questions, effectivement, c'est pas en envoyant des chiffres. Quand on dit l'espace coûte cher, la question n'est pas là. Quels sont les objectifs que nous remplissons avec le spatial? On le disait tout à l'heure, si on a un objectif précis, raisonnable, construit, nous allons trouver des moyens à étaler sur tout ça, c'est pas une année, c'est sur plusieurs années. Enfin, il y a des tas de moyens de le faire. Donc ça revient à dire quelles sont nos priorités, quels sont nos objectifs, qu'est-ce que nous apportons. Et si on le fait pas, on va s'envoyer des chiffres à la tête. Bon, et quand on voit les budgets militaires, voilà. Non mais si nous arrêtions de faire la guerre, d'abord on polluerait beaucoup moins. Demandez-vous quel est l'apport en termes de pollution d'un conflit comme l'Ukraine. C'est équivalent à la pollution d'un pays comme la Hollande. J'ai lu ça et je trouve... Enfin, ça me semble pas totalement... Enfin, la comparaison est sans doute tenable. Bon, arrêtons de faire la guerre. On va gagner sur tous les tableaux. Je sais que c'est facile à dire. L'espace à tout prix, c'est aussi et ça c'est intéressant, dans la psychologie du spatial. C'est un milieu hostile. Arrêtons de nous leurrer. Nous entendons trop faire « ouais, on est touristes ». Enfin, non, on peut dire c'est touristes, c'est d'abord... Mais ce qu'ils font est quand même assez risqué, quoi qu'il arrive. Donc ça reste un milieu hostile. On va aller coloniser Mars. C'est très très difficile. Donc il faut faire attention et toujours être conscient quand nous entendons des discours que c'est souvent pour simplifier les choses. Non, c'est difficile. Quand les astronautes sur la Lune se sont préparés à redécoller de la Lune, une fois qu'ils avaient été marchés, là on était à un moment extrêmement crucial parce que ça n'avait jamais été fait, jamais été simulé. Quasiment tout le reste avait été simulé, sauf ça. Démarrer depuis la Lune avec un engin où il y a un seul moteur et on a droit à un seul essai. Ça veut dire qu'on était très proche du risque maximum. Donc Nixon, président à l'époque, avait sur son bureau 2 textes. L'un pour annoncer « ils sont partis » ou l'autre pour dire « ils ne sont pas partis et ils vont rester sur la Lune ». Donc il y a une conscience, à l'époque, et encore aujourd'hui, mais là, vraiment, c'est un milieu hostile et là, on prend des risques. Alors Apollo 13, c'était aussi une grande aventure, il y a des films, etc., nous a dit, voilà, vous vous souvenez la formule « failure is not an option ». Donc,
Voilà. Et c'est devenu le slogan à la NASA, il n'y a pas d'échec. Alors que Elon Musk, lui, c'est failure is an option. Et vous savez bien qu'il envoie ces spaceships là, qui se cassent la figure les uns derrière les autres. C'est un choix, c'est une stratégie industrielle de recherche dont il a même fait sa gloire, parce qu'une fois, il a envoyé une carte de vœux où c'était tous les échecs de l'année passée. Bon, vous savez aussi, derrière ça, il y a une mentalité américaine qui est sensiblement différente de la nôtre. On vous reprochera si vous n'avez pas tenté de faire quelque chose. On ne va pas vous empêcher si vous avez été en échec. Bon. Ces différences-là, elles sont présentes dans la communauté spatiale. Elles sont présentes dans les options spatiales, éventuellement les discussions, les débats. Il faut en être conscient. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a des choix à faire. Et que la question du risque à prendre est quelque chose que dans le spatial, nous ne pouvons pas mettre de côté. Nous l'oublions un peu. Alors, quitte à attendre avant de faire un lancement, ou à ne pas le faire, ou alors à y aller. Bon, il faut que j'arrête. Encore quelques... Voilà, donc ça va. Tout le sujet de ce que j'appelle les traces dans l'espace, parce qu'évidemment, depuis que nous y allons, je ne parle pas seulement des débris autour de la Terre, mais plus loin. On va se poser sur la Lune. Vous savez, on le dit toujours, hein, quand les astronautes ont ouvert la porte, ils ont commencé par lancer leurs poubelles. Bon, alors on a dit, ça y est, on a commencé déjà à polluer. Bah oui, mais attendez, les gars, ils ont quand même le droit, non? Enfin, je veux dire, un organisme vivant pollue. Ça fait partie de la définition de la vie. La pollution. Bon, donc là, il fallait le faire comme ça. Vous ne vivez pas avec vos poubelles dans un endroit aussi confiné qu'une petite capsule là sur la Lune. Bon. Mais voilà, on va sur Mars, c'est pour des questions scientifiques. Hein. Ne pas amener sur la vie sur Mars alors on voudrait trouver des traces de vie. Mais au-delà, quand on va ramener des échantillons martiens, quelles sont les précautions qu'on va prendre? Parce qu'allez voir un peu de science-fiction. Il y a plein d'exemples de pollution, enfin de retour d'extraterrestres dangereux qui viennent amener des virus. Enfin, tout ça, ce sont des questions qui, là, sont pas si simples que ça à traiter. En tout cas, je vous assure que la communauté scientifique, par exemple une institution internationale comme le COSPAR, a un certain nombre de règlements dont on voit d'abord que ces règlements, ça les intéresse eux. C'est-à-dire, comme scientifiques, quelles sont les précautions que je vais prendre, qu'on prend aussi dans les laboratoires. Mais au-delà, une exploration qui ne concerne pas seulement un ou deux explorateurs, comme c'était souvent le cas jusqu'à présent, mais qui pourrait concerner l'ensemble de la planète, ou l'ensemble d'une autre planète, comment nous prenons ça en compte? Et là, on arrive à des questions qui sont intéressantes. C'est quoi l'exploration? Si vous avez une petite philosophie, un petit traité de philosophie de l'exploration, je suis preneur, il n'y en a pas. Alors, on pourrait faire la discussion, on peut réfléchir à ça, mais là, on dépasse, on utilise le spatial pour aussi s'interroger sur la place de l'exploration dans notre condition humaine. Grand pas, mais c'est évidemment le militaire et le spatial, c'est pas nouveau, vous en êtes conscients. Vous savez tous que von Braun, avant de construire une Saturne V, avait construit des V2. Donc le militaire fait partie des fondateurs, des géniteurs du spatial, avec les scientifiques. Et ils n'ont jamais quitté le domaine, sauf que comme ils étaient un peu plus discrets avant, on n'en parlait pas trop. Et puis là maintenant, donc, les Américains ont créé la Space Force, mais au même moment, on a fait la même chose en France. Hein, c'est pas Trump qui brutalement a eu une idée géniale. En fait, au même moment, on avait fait la même chose, et puis donc ils sont maintenant installés à Toulouse, et en ce moment même, ou peut-être juste terminé, il y a un exercice, un célèbre exercice Astérix, du commandement spatial français. Donc c'est quelque chose sur lequel, vous savez, aujourd'hui, les armées s'appuient énormément, donc avec toutes les questions qui sont derrière. La guerre des étoiles, oui, elle pourrait avoir lieu où on ne serait plus aussi pacifique. Pardon, je vais trop vite. La dernière question, un peu, comment dirais-je, peu agressive, le tourisme va-t-il tuer l'espace? C'est pour simplement peut-être reboucler avec ce que je vous disais, c'est que toutes ces questions sont aujourd'hui, sinon traitées, du moins abordées par nos publics. Nos sociétés développent une certaine image de l'espace, qui peut être positive, encore quand même. Ça, je suis sûr, on peut encore émerveiller les gens, et puis nous-mêmes s'émerveiller quand ça fonctionne. Oui, mais il y a aussi des critiques qui montent. Il y en a eu auparavant, je vous l'ai dit. Il y en a de nouveaux, souvent liés au tourisme spatial, la question de la pollution. Donc, comment nous répondons aujourd'hui pour aussi nous dire, voilà, quels sont nos objectifs? Et quelle est la qualité, l'intérêt
pour une communauté, si c'est de la science, mais aussi pour l'ensemble de la communauté, de développer des moyens d'aller, de demeurer, d'aller explorer dans l'espace. Quels sont ces types de moyens? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le tourisme donne une image. Alors, ce sont les riches qui y vont. Là aussi, l'espace est obscène. Vous savez, le prix d'un yacht un petit peu à Saint-Tropez, c'est, je crois, l'équivalent de 3 billets pour l'espace. Donc, voilà. Comment nous interrogeons nous-mêmes sur notre tourisme aujourd'hui? Quand on nous dit que le tourisme va aller polluer la Lune, il y a aujourd'hui un tourisme en Antarctique qui est extrêmement polluant. Quand on me dit, ouais, puis alors les sociétés comme Blue Origin ou SpaceX ou Virgin Galactic qui montent des expériences scientifiques juste pour se faire bien voir. Alors, il faut voir, il y a certaines qui sont apparemment intéressantes. Mais aujourd'hui, la compagnie du Ponant qui propose des voyages autour de l'Antarctique a un laboratoire à bord sur lequel vous pouvez vous faire inviter gratuitement comme scientifique pour mener des expériences en Antarctique. Donc, il n'y a pas de question spatiale qui n'est pas un peu leur équivalent, leur homologue sur Terre. Si le tour par l'espace nous permet d'alimenter un peu mieux notre réflexion éthique sur Terre, bah, tant mieux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire qui nous a quand même emmené un petit peu la tête dans les étoiles. Alors c'était quand même très agréable, hein, donc merci beaucoup. Et je dirais aussi qu'il a mis l'accent sur 2 choses qui me semblent assez importantes, en tout cas pour notre réflexion dans ce groupe. D'une part, vous avez beaucoup parlé des enjeux éthiques, du droit et des liens qu'il pouvait entretenir. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup ici dans notre environnement, de savoir comment justement ces différents systèmes et de pensée et de normes sont en capacité de s'articuler autour d'un objet commun. Et bien évidemment, en aucun cas, il ne faut les opposer, mais au contraire, probablement essayer de les mettre ensemble. Et puis, merci aussi pour l'effet miroir à travers les exemples que vous avez présentés, puisqu'on voit bien que, oui, ok, il y a certainement des choses un peu particulières pour ce qui se passe dans l'espace, mais que ce n'est pas tellement si différent de ce qui se passe sur Terre, et que probablement d'essayer aussi peut-être de faire le lien entre les deux, ça pourrait avoir un petit peu plus de sens, ne serait-ce qu'en termes aussi de réflexion, etc. Donc je trouve que vraiment, voilà, merci infiniment pour tout ça, c'était très éclairant. Merci encore. Je vous propose donc qu'on redémarre cette session sur les questions, on va dire plutôt d'encadrement des enjeux dans l'espace. Je suis ravie maintenant donc de laisser la parole à Lucien Rapp. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc il est juriste, professeur de droit et également donc directeur de la chaire Sirius. Et il va donc nous parler de géopolitique de l'espace et de space lawfare. Alors on a eu plusieurs évocations de la règle de droit par notre précédent intervenant. Donc on vous laisse la parole et on vous remercie infiniment d'être là. Bien, merci de ce transfert de parole. Permettez-moi immédiatement de vous dire le grand plaisir que j'ai de me trouver parmi vous, aussi bien physiquement que virtuellement, et d'en remercier bien évidemment les organisateurs de ces ateliers auxquels je prends beaucoup d'intérêt après avoir retrouvé et écouté, comme souvent, Jacques Arnoux sur les questions éthiques. Il a fait référence au droit, nous allons essayer d'évoquer le droit et on va le situer dans l'actualité internationale puisque aujourd'hui, vous l'avez vu et vous le voyez, vous le découvrez tous les jours, les questions juridiques ont partie liée avec la vie internationale, soit que ces questions juridiques passent au second plan dans le cadre d'un contexte qui n'est plus très favorable à l'état de droit, soit à l'inverse, que l'état de droit retrouve sa force et sa nécessité. Et nous allons ensemble essayer de situer l'espace extra-atmosphérique, son exploration, son utilisation, pour reprendre les termes du traité de l'espace, dans ce contexte très particulier. Alors, ce contexte, si nous avions à le décrire, n'est pas très enthousiasmant, du moins en l'état actuel des choses, et singulièrement du point de vue juridique.
Et j'ai cherché pour commencer mon propos quelques illustrations qui me permettraient effectivement de redonner à chacun de l'optimisme et de l'espoir dans ce qui constitue quand même une magnifique aventure humaine, l'aventure spatiale. Et c'est une image qui immédiatement m'est venue, une image qui était à la une de tous les journaux que vous avez vus, que vous avez pu trouver dans plusieurs publications, que vous avez vues à la télévision, dont on a décrit les éléments à la radio en particulier, qui étaient sur tous les réseaux sociaux. Cette image de 6 astronautes dans la chambre d'accès à la Station spatiale internationale, 6 astronautes dont 2 Américains étaient partis, vous le savez, pour quelques jours à peine. Ils avaient à peine eu le temps de dire au revoir à leurs proches et de promettre de revenir quelques jours plus tard, une semaine tout au plus, et qui ont passé 9 mois dans la Station spatiale internationale à s'interroger sans doute très souvent sur le moment où ils retrouveraient des collègues et où ils pourraient espérer revenir sur Terre. Et ces 6 astronautes sont donc 4 astronautes qui sont partis vers la Station spatiale internationale, qui ont retrouvé par conséquent ces 2 Américains, et Butch Wilmore et Sonny Williams, quelques heures plus tard, retrouvaient la terre ferme, ou plus exactement amérissés, se retrouver dans la mer avant de retrouver la terre ferme. Et au fond, cette image est très symbolique, elle est triplement symbolique. D'abord parce qu'elle met en évidence le succès d'une mission, et une mission qui, pour l'essentiel, est le fait d'un opérateur privé, la société SpaceX. Une mission qui s'est déroulée impeccablement. On a tous en mémoire, puisque cela s'est passé au cours des derniers jours, le décollage de la fusée Falcon 9, magnifique monument d'esthétisme et de technique. Puis la mise sur orbite de sa capsule, la capsule Crew Dragon, mise sur orbite impeccable. Personne ne pouvait douter à cet instant que la mission allait réussir, mais il y avait encore quelques aléas. Et puis l'ajustage l'ajustement de cette cabine à la Station spatiale internationale, l'ouverture du SAS et l'arrivée de ces 4 astronautes. Et puis quelques heures plus tard, la même capsule amérissant dans d'excellentes conditions, pratiquement à l'endroit où on l'attendait. Et on s'est tellement habitué au cours des dernières années au succès de toutes ces missions que finalement on ne s'étonne plus, on ne se pose plus de questions, la surprise a disparu. Et pourtant, chaque étape de cette mission était assortie de risques, et de risques importants. Et ces risques ont pratiquement disparu et nous nous habituons à ces images en oubliant que chacune d'elles est un miracle de tous les instants. On évoquait le nombre des lancements tout à l'heure, en évoquant notamment l'état de l'espace proche, qui est très encombré, comme vous le savez aujourd'hui. Sachez que l'année dernière, on a compté 261 lancements. C'est un record par rapport à tout ce que nous avons connu au cours des dernières années. 261 lancements, vous voyez que nous approchons du rythme d'un lancement par jour. Ce qui veut dire que ce succès est un succès qui est à l'image de ce que peut produire l'intelligence humaine et de ce que les ingénieurs sont capables de donner. La deuxième raison, au-delà du succès de cette mission, tient au fait que parmi les 4 astronautes qui ont rejoint les 2 astronautes américains, il y avait 2 Américains, bien évidemment, mais il y avait aussi un Japonais et un Russe. Il y avait donc, aux côtés d'Américains, 4 Américains, il y avait donc un Russe, et songeons simplement qu'au moment où ce Russe entrait dans la Station spatiale internationale, son pays, la Russie, était en guerre, guerre indirecte, guerre implicite, contre les États-Unis d'Amérique, qui soutiennent évidemment la résistance ukrainienne et qui, même s'ils jouent un rôle aujourd'hui déterminant dans le processus de paix, n'en reste pas moins, effectivement, des opposants à la Russie et à ce
qui constitue le début d'un empire. Et là encore, beaucoup d'interrogations derrière ce constat. D'abord, cette certitude que l'espace, même s'il est un enjeu, même s'il est un territoire d'opposition, d'intérêt, l'espace reste quand même, en l'état actuel des choses, une zone de coopération internationale de très grande ampleur, et que cette coopération internationale l'emporte sur les oppositions d'intérêts qui peuvent distinguer, séparer les puissances du moment sur Terre. Et je dévoile ici l'un des travaux récents que nous avons réalisés au sein de la chaire Sirius. Nous allons publier dans quelques jours, quelques semaines tout au plus, le premier dictionnaire spatial mondial. Il n'y avait pas de vocabulaire commun à l'ensemble de la communauté spatiale internationale. Les traités internationaux ne donnent aucune liste de termes définis. Il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est un astronaute, de ce qu'est un satellite, de ce qu'est une constellation de satellites, de ce qu'est un véhicule de lancement. Et nous avons entrepris ce travail. Il a commencé en 2019 et nous sommes fiers qu'à Toulouse, une équipe ait pu effectivement mettre bout à bout les textes, essayer de construire tout un corpus de mots et à travers ce corpus de mots contribuer justement à cette coopération universelle dans l'espace. Et la troisième raison de l'intérêt que l'on peut porter à cette photographie, à cette image, elle tient au fait qu'elle nous rappelle une chose très importante, c'est qu'un astronaute est certes le ressortissant de son État, il ne perd pas sa nationalité dans l'espace, il est américain, il est russe, il est japonais, mais il est, au regard des traités, un envoyé de l'humanité, c'est ainsi qu'on le définit. Envoyé de l'humanité, l'expression est magnifique, signifie tout simplement qu'un astronaute n'est plus véritablement le représentant des intérêts de son État, il devient une sorte d'agent, d'instrument au service de l'humanité tout entière, pour reprendre là encore une formule que l'on trouve très fréquemment dans les traités internationaux. Et envoyé de l'humanité, ce n'est pas simplement pour le qualifier que l'on a utilisé cette expression dans les traités internationaux, c'est aussi pour organiser une coopération internationale au cas de nécessité, au cas où cet astronaute est en difficulté. Et au-delà des différences qui séparent les Américains, les Européens, les Chinois, les Japonais, eh bien, quand un astronaute est en difficulté dans l'espace, la communauté mondiale met au service du sauvetage de cet astronaute un ensemble de moyens pour faire en sorte que cet humain ou ces humains soient effectivement ramenés sur Terre dans d'excellentes conditions. Et ceci souligne, s'il en était besoin, le fait que les traités internationaux auxquels Jacques Arnoux faisait tout à l'heure très opportunément référence, le traité de l'espace, qui est la matrice du droit spatial international encore aujourd'hui, du 10 octobre 1967, et les 4 accords qui le flanquent, et notamment l'accord sur le sauvetage des astronautes, qui est lui-même entré en vigueur le 3 décembre 1968, eh bien, ces accords ont encore une grande actualité et restent des références très utiles du point de vue de la vie internationale. Si l'on fait abstraction de cette image, eh bien, la situation internationale est celle que nous connaissons et que décrivent d'ailleurs avec beaucoup de précision les stratèges internationaux qui suivent, évidemment, étape après étape, jour après jour, heure après heure, l'évolution de la situation internationale. Il y a 5 éléments qui caractérisent le contexte international dans lequel nous vivons et dont on ne peut pas faire abstraction, y compris si l'on prend le pari et le parti de parler de questions spatiales. Le premier élément, c'est le sentiment et la certitude que nous avons aujourd'hui que l'on revient au rapport de force entre les nations ou entre les groupes de nations. On savait que ce rapport de force existait sur le plan politique, on savait qu'il existait sur le plan militaire, bien évidemment, mais on découvre qu'il existe aujourd'hui aussi sur le plan technologique, sur le plan commercial, avec ces droits de douane que l'on administre à la communauté internationale, qu'il existe enfin sur le plan économique. Le rapport de force est même érigé aujourd'hui, si on comprend bien
les efforts qui sont conduits au plan diplomatique international en une doctrine de négociation internationale. On crée un rapport de domination pour obtenir un résultat, et ça, c'est un élément très nouveau par rapport au statut des relations internationales tel qu'on l'avait connu jusqu'à présent. Le deuxième élément qui caractérise la situation actuelle, c'est le sentiment et sans doute la certitude, puisque c'est vérifié, d'une escalade anormalement rapide des moyens que l'on utilise sur le plan international. Il n'y a pas de riposte graduée. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est la destruction de son adversaire. On va directement aux instruments létaux, aux instruments qui détruisent l'autre partie. On détruit son intégrité en revendiquant des territoires. On détruit le commerce international en élevant des droits de douane ou en prononçant des sanctions économiques internationales. On isole les États lorsque ceux-ci sont en infraction avec les règles internationales. On va même jusqu'à utiliser des mots que l'on croyait disparus du vocabulaire international, le mot déportation, lorsqu'il y a trop d'émigrés, on les déporte, ou le mot génocide, lorsque l'on veut effectivement la disparition de catégories entières, de familles entières d'humains. Cette escalade rapide des moyens est une source d'inquiétude pour l'ensemble des stratèges internationaux et des observateurs de la vie internationale. La troisième caractéristique, c'est l'extension du domaine du recours à la force. Jusqu'à présent, le recours à la force concernait essentiellement les territoires terrestres. Le recours à la force s'exerçait contre son voisin ou s'exerçait sur les mers. Aujourd'hui, le domaine du recours à la force concerne les terres rares, le fond des mers, concerne l'Arctique, l'Antarctique, le Groenland, concerne l'espace extra-atmosphérique. Pas de riposte graduée et un domaine de recours à la force, de rapport de force, qui est un domaine sans limite. Et ceci va à l'encontre de ce que les traités internationaux, s'agissant de l'espace extra-atmosphérique, proclament, puisqu'ils ont, dès le départ, sanctuarisé l'espace et fait en sorte que l'espace soit effectivement, comme le dit le traité dans sa version française, l'apanage de l'humanité tout entière, et dans la version anglaise, une province de l'humanité. Quatrième caractéristique, dans ce contexte où le rapport de force est manifeste, c'est la mise à l'écart de l'ordre international, de l'ordre institutionnel international que l'on avait créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec 4 crises qui affectent l'Organisation des Nations Unies et l'ensemble des organisations qui font partie du système des Nations Unies, une crise de leadership, l'Organisation des Nations Unies est impuissante face aux conflits qui se développent. Elle a été étrangement absente du conflit européen, russo-ukrainien. Elle est inexistante dans le conflit au Proche-Orient. On ne la voit pas davantage dans les conflits qui marquent la vie africaine. Et elle ne dit rien de ce qui constitue une zone latente, une zone potentielle de conflit en Asie-Pacifique, le statut futur de Taïwan. Absente l'Organisation des Nations Unies. Crise de légitimité, puisqu'elle semble paralysée, notamment dans l'institution qui est la plus importante, le Conseil de sécurité. Elle n'arrive pas à prendre de décision, elle est incapable d'aller jusqu'au bout de l'exécution des décisions qui s'imposent. Crise d'efficacité, d'efficience, devrait-on dire, mais qui est inhérente à l'organisation que nous avons connue et que l'on a créée en 1945. Je rappelle simplement que quand la Cour internationale de justice rend un jugement et que ce jugement comporte des sanctions, eh bien pour obtenir la mise en œuvre de ces sanctions, il faut en passer par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est une institution dans laquelle les grandes puissances, les 5 grandes puissances, ont effectivement un droit de veto. Et enfin, crise de cohérence, on évoquait cette question, et elle est intéressante du point de vue des relations internationales. Les groupements et regroupements qui se font, à l'exception de l'Union européenne, qui repose sur un désir commun de construire quelque chose, mais les regroupements qui se font, en règle générale, aujourd'hui, les affrontements se constituent sur un sentiment de vulnérabilité. C'est parce qu'on se méfie de l'adversaire que l'on se rapproche.
ce n'est pas une manière de créer de la cohérence sur le plan international. Il n'y a pas d'attachement commun à quelque chose, à un projet que l'on aurait effectivement envie de réaliser. Et au fond, ces 4 crises résument assez bien ce qu'est aujourd'hui le système d'organisation institutionnelle que l'on a mis en place en 1945. Il survivait en étant un forum et en permettant à chacun d'exprimer ses positions de manière pacifique, en déjouant les affrontements internationaux. Aujourd'hui, il n'est plus d'une grande efficacité face aux affrontements que l'on voit ici ou là. Et enfin, il y a un dernier élément qui est préoccupant, c'est que le rapport de force concerne désormais un domaine que l'on croyait complètement étranger aux relations internationales, qui est l'information. L'information, c'est la base même de toutes nos démocraties. Il n'y a pas de démocratie qui tienne s'il n'y a pas de liberté d'expression, de liberté de l'information, de transparence de l'information. Et au fond, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe une situation dans laquelle on ne sait plus déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux. Les sociologues disent qu'on est dans l'ère de la post-information, une information dont personne n'est capable de dire si elle est fondée ou si elle n'est pas fondée. On ne sait pas ce qui est à soi et ce qui est aux autres. On dispose d'un certain nombre d'outils qui font qu'aujourd'hui, on peut s'approprier sans grande difficulté le produit intellectuel d'une machine qui est indirectement le produit intellectuel d'autres humains. Deuxièmement, comme on ne sait plus la différence entre le vrai et du faux, ou que l'on a quelques doutes dans ce qui est dit, on s'habitue à douter. Et s'habituant à douter, on sombre dans le complotisme. Finalement, on imagine derrière les informations qui sont communiquées des histoires, et ces histoires-là ne sont pas nécessairement vraies. On le vit depuis un grand nombre d'années dans le domaine spatial. Et enfin, l'information devient une arme massivement destructrice, puisqu'on peut être pris à partie personnellement sur les réseaux sociaux, on peut être travesti, ridiculisé dans son intégrité physique avec des avatars virtuels, on peut être menacé et avec soi son entourage, on peut être détruit moralement, on peut être poussé tout simplement au suicide. Voilà donc l'état du monde dans lequel nous vivons, nous évoluons, et c'est dans cet état du monde qu'il faut parler effectivement de géopolitique de l'espace et de space lawfare. Je vais m'expliquer sur ces 2 expressions et vous livrer quelques sentiments que je partage très volontiers avec vous. Géopolitique et singulièrement géopolitique de l'espace. La géopolitique, ce n'est pas l'affaire des juristes, je m'empresse de vous le dire, même si elle le devient, même si c'est l'affaire des politologues, même si c'est un enseignement que l'on délivre dans les instituts d'études politiques, à Sciences Po Paris en particulier, c'est l'affaire des géographes. Et le premier géopoliticien que l'on ait compté dans l'humanité, c'est un homme politique français, il s'appelle Turgot, et en 1751, il a effectivement l'idée et l'ambition d'écrire un traité qu'il ne rédigera pas, je m'empresse de vous le dire, mais qu'il avait intitulé « Géographie politique ». Géographie politique, ce qui donne géopolitique. Et parce que c'est l'affaire des géographes, la géopolitique intéresse au premier chef l'espace, dont nous dirons qu'il est d'abord, et dont nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure, qu'il est d'abord un territoire. Alors il y a place pour une géopolitique de l'espace aujourd'hui, et nous allons voir que cette géopolitique de l'espace permet le mieux aujourd'hui de comprendre la place des traités, l'utilité du droit, le travail que les juristes font pour essayer de perfectionner ce qui est déjà important, ce qu'on appelle le corpus juris spatialis. C'est au fond cette construction très originale, qui est une construction utilisant des textes et des jurisprudences, des pratiques coutumières autant que des normes, mais la notion de norme ne recouvre pas simplement les normes juridiques, elle recouvre aussi les normes techniques. Plusieurs raisons permettent d'affirmer qu'il y a bien une géopolitique de l'espace. La première, parce que l'espace, et on le rappelait tout à l'heure, c'est avant tout une frontière.
C'est même la nouvelle frontière, nous disait le président Kennedy le 15 juillet 1960, une nouvelle frontière que le président Kennedy ouvrait à la perspective de ses concitoyens pour ouvrir des horizons, de nouveaux horizons. Et l'espace et l'horizon se confondent effectivement parce que l'espace extra-atmosphérique, c'est donc un territoire ouvrant des perspectives et des perspectives sans limite. J'aurais à dire qu'on ne connaît pas la limite inférieure de l'espace extra-atmosphérique, Jacques Arnoux le rappelait tout à l'heure, et on n'en connaît pas non plus le point ultime. L'espace, c'est un lieu dans lequel on peut faire de l'exploration et contribuer à la connaissance de ce que fut l'origine de l'univers, mais on peut aussi exprimer des intérêts. Il y a des ressources, il y a des services qui peuvent être fournis, il y a toute une économie qui se construit aujourd'hui. L'espace, c'est aussi un territoire qui est difficile d'accès, ce qui limite les lieux duquel on peut avoir accès à l'espace. Et ça intéresse tout particulièrement la géopolitique. Et puis l'espace, c'est un mythe, c'est l'aventure spatiale. Et donc nous avons ici tous les ingrédients, un premier ensemble d'ingrédients qui confirment que parce que l'espace est géographie, eh bien l'espace est géopolitique. Et il y a donc une géopolitique de l'espace. Un second élément est important, il nous ramène au traité, vous allez le voir, c'est le fait que la géopolitique est construite autour des États. Or, le droit spatial international et le régime juridique de l'espace au plan international est l'affaire des États, est construit autour des États. D'ailleurs, quand on parle des traités internationaux, des 5 traités internationaux, il est d'usage que l'on fasse observer que ces traités sont statocentrés. Statocentrés veut dire qu'ils sont centrés autour des États. Par exemple, et parmi les grands principes que l'on rappelait tout à l'heure, il y a le principe de la responsabilité des États. Et cette responsabilité est conçue au double sens de ce terme, au sens politique, au sens de l'obligation faite aux États d'organiser leurs marchés nationaux et de surveiller, d'exercer ce que l'on dénomme un contrôle et une surveillance continue sur leurs propres opérateurs. Et puis la responsabilité au sens juridique, au sens de l'obligation faite aux États d'assumer les conséquences indemnitaires de préjudices, de dommages qui seraient causés par des satellites relevant effectivement de leur juridiction ou de leur contrôle. Le droit spatial international est statocentré, certes, mais il évolue, et il évolue à vitesse grand V aujourd'hui. Utiliser d'ailleurs cette référence lorsque l'on parle de l'espace, c'est tout à fait significatif. Il évolue à vitesse grand V parce que l'espace n'est plus seulement l'affaire des États. C'est aussi l'affaire de grands opérateurs, et de grands opérateurs privés, de grands et de petits opérateurs d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de jeunes pousses, de jeunes sociétés, de sociétés nouvellement créées, et il est très satisfaisant de constater que beaucoup de ces sociétés sont créées en Europe, voient le jour en Europe pour deux raisons importantes. La première, parce que nous avons des systèmes de formation d'ingénieurs qui sont absolument remarquables et qui sont, semble-t-il, très supérieurs à ceux de nombreux autres États. Et puis la deuxième, parce que nous sommes les champions de l'incubation, parce que nous avons un très bon système qui permet de faire émerger de jeunes entreprises. Ce que nous ne savons pas gérer, c'est le capital de croissance, c'est-à-dire le moment où l'entreprise sort de l'incubateur et doit trouver elle-même les fonds qui lui permettront de perdurer, d'aller plus loin. Et pourquoi n'avons-nous pas de capital de croissance ? Parce que nous n'avons pas de fonds de pension. Nous sommes dans un système de retraite par répartition, et l'absence de fonds de pension, à la différence de ce qui existe aux États-Unis, nous prive d'une dimension importante permettant éventuellement des levées de fonds, la mise en place de mécanismes de financement très substantiels. Alors ces opérateurs privés que l'on trouve dans le secteur spatial sont, indépendamment des petits opérateurs, des opérateurs venant de secteurs éminemment concurrentiels. Ce sont des opérateurs qui viennent du secteur des plateformes électroniques. Regardez les hommes et les noms que l'on a en face. Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk. Ces gens-là viennent du secteur de l'informatique, du secteur de l'électronique, du secteur des médias en ligne.
ils connaissent parfaitement ce domaine. Or, ces secteurs sont des secteurs éminemment concurrentiels. Et donc, ils arrivent dans ce domaine, l'espace, avec leurs habitudes, avec leurs pratiques entrepreneuriales. Et au fond, on voit bien se dessiner la révolution du New Space derrière. Le New Space, que l'on a du mal à définir et que chacun définit comme il le peut, eh bien le New Space, c'est d'abord, avant tout et surtout, cette nouvelle culture d'entreprise qui pénètre le secteur spatial. C'est cette idée que l'espace, c'est pas simplement de l'exploration, c'est aussi de l'utilisation. Et par utilisation, on désigne toutes les exploitations commerciales qui peuvent être faites de l'espace. Ces opérateurs sont, pour les plus gros, des opérateurs qui comptent sur le plan économique. Songeons simplement au fait que la capitalisation boursière de Microsoft aujourd'hui équivaut au budget de l'État français. 1500 milliards d'euros pour l'État français, 16 ou 1700 milliards de dollars pour Microsoft. Cela situe, au regard des États, la place, la position de ces opérateurs venant du secteur privé. Et ce constat n'est pas indifférent. Quelle est sa résultante ? Eh bien, c'est la présence, l'entrée massive, à la faveur de l'investiture du président en exercice des États-Unis, de ces opérateurs dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le domaine du politique est investi par ces opérateurs qui pèsent autant qu'un certain nombre d'États. Et nous avons là quelque chose qui est vraiment très nouveau sur le plan international. L'espace est aussi, c'est une troisième caractéristique, un enjeu de puissance et un domaine dans lequel s'exprime la suprématie des États. Au fond, ce qui compte, c'est la présence dans l'espace. Et on a connu ça au moment de la guerre froide. Ce qui compte, c'est la maîtrise des technologies spatiales. Maîtriser les technologies spatiales, c'est contribuer à ce leadership technologique que recherchent en copartenariat d'un côté les États-Unis et de l'autre les Chinois. Cette guerre dans la maîtrise des technologies qui permettent demain d'installer des villages lunaires et après-demain de s'installer définitivement sur la planète Mars constitue un enjeu de géopolitique important. C'est l'appréhension des ressources que l'on peut tirer de l'espace, encore que ces ressources ne soient pas aussi importantes, du moins à l'état actuel de la connaissance, que l'on imagine. C'est le contrôle des fréquences radioélectriques. Les fréquences, le spectre des fréquences, c'est une ressource rare. On ne peut pas émettre en deçà d'une certaine valeur physique et on ne peut pas le faire au-delà d'autres valeurs physiques. On est devant un spectre qu'il faut effectivement répartir, dont il faut optimiser l'usage entre des quantités d'utilisation qui sont faites. Il fut un temps où le spectre se répartissait pour l'essentiel entre l'institution militaire, la radio, la télévision et les services sanitaires et sociaux. Aujourd'hui, il faut y entrer ou y faire entrer la télévision, oui, par satellite, certes, mais peut-être plus encore la téléphonie mobile, toutes les communications satellitaires, l'observation de la Terre au même titre que les géolocalisations, le GPS par exemple, qui nous est beaucoup plus familier. Donc tout cela est effectivement déterminant. Et au fond, parce que c'est un enjeu de puissance et de suprématie, dès le départ, les fondateurs des traités internationaux, les rédacteurs des traités internationaux, ont senti qu'il fallait le gérer, le gouverner internationalement. Et quel fut leur réflexe ? Bien, ce fut de dire, on va sanctuariser cet espace extra-atmosphérique. On va faire en sorte qu'aucune nation ne puisse, pour reprendre les termes de l'article 2 du traité de l'espace, revendiquer une souveraineté sur cet espace. Seulement, on le fait au moment où on ne parle que d'exploration, au moment où les États sont les seuls acteurs de la conquête spatiale. Les traités prohibent les revendications de souveraineté. Prohibent-ils la propriété privée ? Personne n'est capable de l'exprimer et de le confirmer. Revendiquer de la souveraineté, c'est une chose. Reconnaître des droits de propriété, c'en est une autre. Et c'est sur cette ambiguïté que jouent les États qui ont adopté des lois spatiales qui organisent justement les conditions dans lesquelles des opérateurs privés peuvent être titulaires de licences, d'autorisation pour aller extraire des ressources minérales de corps célestes, de la Lune en particulier.
Et donc nous avons effectivement une situation qui est marquée aujourd'hui par une grande ambiguïté, qui appellerait une modification assez profonde des traités internationaux, mais en l'état actuel des choses, il est difficile de réunir une conférence internationale et de mettre autour de la table les Russes, les Américains, les Chinois, les Japonais, les Européens bien sûr, l'ensemble des puissances émergentes, l'Inde en particulier, un certain nombre de pays d'Afrique ou d'Amérique latine qui prennent position sur le plan spatial international. Et donc on ne peut pas décemment imaginer que l'on puisse organiser cette conférence et aboutir, en dépit du fait que l'espace soit toujours un enjeu du point de vue de la coopération internationale. On le rappelait tout à l'heure à juste titre, une autre raison pour laquelle l'espace devient un enjeu et un objet de géopolitique tient au fait qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire entre la mer et l'espace. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques. Et d'ailleurs, le droit de la mer est très en avance, droit international de la mer, par rapport à celui de l'espace. Par exemple, on dispose d'une autorité internationale des fonds marins. On dispose d'une organisation internationale qui gère les conditions dans lesquelles les puissances qui en ont les moyens techniques peuvent aller jusqu'au fond des mers, au plus profond des eaux territoriales, des eaux internationales, pour aller récupérer, par exemple, des nodules polymétalliques. On n'a pas l'équivalent dans le domaine spatial international. On n'a même pas d'organisation civile internationale de l'espace. C'est l'un des rares domaines dans lesquels il n'y a pas une organisation spécialisée du système des Nations Unies. Et ce rapprochement entre le droit de la mer et le droit de l'espace est naturel, parce que l'on retrouve la même décomposition des territoires. De la même façon qu'il existe des eaux territoriales, nous avons un espace aérien au-dessus de nos têtes dans lequel évoluent les avions, et cet espace aérien a été limité du point de vue de sa hauteur à 20 km au-dessus de nos têtes. Au-delà de 20 km commence ce que l'on appelle la stratosphère. Et la stratosphère va jusqu'à 100 km. Là, ce sont les astrophysiciens qui nous donnent cette information. Ils suivent les travaux de von Karman, un astrophysicien austro-hongrois, qui a mis en évidence que la limite de 100 km était la limite au-delà de laquelle on perdait les effets de l'attractivité terrestre, et on pouvait effectivement considérer que l'on entrait dans l'espace extra-atmosphérique. Et cet espace extra-atmosphérique lui-même se décompose en un certain nombre de couches qui correspondent à des références utiles. Par exemple, on sait que lorsqu'une constellation évolue sur une orbite très proche de la Terre, elle se situe à 250 km, 300 km au-dessus du niveau de la mer. Et puis au-dessus, on a la Station spatiale internationale, par exemple, à 400 km. On a la constellation Starlink à 500 km. Et puis on peut monter jusqu'à l'orbite géostationnaire, 36 000 km au-dessus de nos têtes. Et au-delà commence l'espace profond, qui est un lieu d'exploration. Et donc, vous le voyez, on a là quelque chose qui rappelle le découpage que la Convention de Montego Bay a fait pour le droit de la mer, avec les eaux territoriales, puis la zone économique exclusive, puis les eaux internationales dans lesquelles on met en place une liberté de fonctionnement et d'évolution. Et ces frontières sont malléables, elles sont définies par l'homme. Il n'y a pas de contraintes particulières. Et il faut même aller jusqu'à dire que la confusion est extrême sur le plan juridique, parce que se superposent dans cet espace qui nous domine, se superposent deux conventions. Une convention relative à l'aviation civile internationale, une convention du 7 décembre 1944, la convention de Chicago, qui pose le principe de la souveraineté exclusive et complète, dit-on, des États sur leur espace aérien, donc qui établit la souveraineté des États riverains au-dessus de leur tête, mais qui n'établit pas de limite supérieure. On ne sait pas où s'arrête, autrement que parce que l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'a décidé en fixant la limite à 20 km, mais on ne sait pas effectivement, dans le traité, en lisant le traité, quelle est la limite supérieure de l'espace aérien.
Et de la même façon, le traité de l'espace auquel je faisais référence tout à l'heure n'indique pas quelle est sa limite inférieure et on n'a pas de frontière clairement définie. La seule caractéristique de ce traité, c'est qu'à l'inverse du traité de la Convention de Chicago, la Convention du 7 décembre 1944, eh bien, le traité de l'espace, lui, définit un espace, identifie un espace qu'il sanctuarise, qui n'est ou qui ne peut pas faire l'objet de revendications de souveraineté. Vous voyez donc, la situation n'est pas toujours très explicite. J'ajoute que l'espace est un objet de géopolitique parce que finalement, il inscrit sa logique dans celle de la géopolitique. La géopolitique est construite autour de deux notions, le centre et la périphérie. C'est autour du centre et de la périphérie que se construisent les relations internationales. Et d'ailleurs, on a un excellent exemple auquel on ne pense pas toujours, mais qui rappelle et qui permet de comprendre bien des choses de la situation internationale. C'est ce qui s'est passé en 1865 aux États-Unis, lorsqu'on met un terme à la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, les soldats du Nord qui gagnent sur les soldats du Sud. Et c'est très intéressant cette référence historique, parce que vous allez le voir, elle a des échos assez étranges dans la situation que nous connaissons. La victoire du Nord sur le Sud, c'est la victoire des héritiers, des pères fondateurs, qui, dès le départ, ont voulu rompre avec l'Europe, ont voulu couper le cordon ombilical qui les liait à l'Europe. Cette victoire tranche avec la défaite des États du Sud, qui, eux, sont des États qui dépendent des ports européens, des ports anglais en particulier, qui dépendent du commerce qui se déroule sur le vieux continent, où ils écoulent leur coton, où ils écoulent leur tabac. La victoire du Nord s'est immédiatement traduite par l'installation du capitalisme, et notamment du capitalisme financier. On crée une banque centrale aux États-Unis. La première fois qu'on crée une banque centrale, c'est au lendemain de la guerre de sécession. Et cette victoire du capitalisme est une victoire qui est immédiatement suivie des doctrines de l'isolationnisme, la doctrine de Monroe, de telle sorte que l'on est effectivement devant une situation qui fait écho à la situation actuelle. Les Américains reviennent sur leur territoire, veulent définir leur politique en pleine autonomie, en pleine indépendance. On est dans la logique de la rupture du cordon entre le centre européen et la périphérie américaine. On est dans la création d'un nouveau centre, le centre nord-américain, dans cette victoire du Nord. Et d'ailleurs, la guerre de sécession, les conséquences de la guerre de sécession sont marquées par des déclarations d'intention. Et j'ai retrouvé celle-là qui me paraît tout à fait intéressante et que l'on pourrait mettre dans la bouche d'Elon Musk. On la doit à Andrew Carnegie. Andrew Carnegie dit: les vieilles nations, en parlant des nations d'Europe, avancent à la vitesse de l'escargot. La République américaine passe dans un grondement de tonnerre à la vitesse d'un express. Alors l'express de 1865, c'est la fusée Falcon 9 d'aujourd'hui. Elon Musk pourrait très bien expliquer, et il le fait d'ailleurs sans se priver, qu'effectivement en Europe, on a beaucoup de retard par rapport à eux et qu'on avance à la vitesse de l'escargot. Autre élément qui confirme que l'espace est un enjeu de géopolitique, c'est le fait qu'on y retrouve des facteurs d'identification. Il est lui-même un élément du point de vue de l'identification. On trouve dans l'espace, ou à propos de l'espace, les progressistes et les conservateurs, les partisans de l'old space et ceux du new space, les partisans de l'humanité et les autres qui soutiennent que l'on est engagé dans un processus de transhumanité. Il y a la langue, il y a une culture, il y a les références des uns et des autres autour de l'espace. Et au fond, la géopolitique s'est souvent faite autour de ces éléments d'identification. Et elle s'est faite aussi autour de quelque chose qu'on retrouve dans les analyses qui sont faites de l'espace. C'est ce que l'on appelle communément le panisme, le pan-germanisme, le pan-turquisme, qui ont marqué l'évolution de la géopolitique terrestre, et bien que l'on retrouve avec cette volonté d'expansion, cette volonté d'installation sur les corps célestes, cette volonté d'appropriation des ressources de ces corps célestes, qui est effectivement assez proche de ce que l'on a vécu sur Terre. Je ne veux pas prolonger inutilement cette liste.
il y a un certain nombre d'éléments, mais par exemple, et j'en termine par là, autre raison pour laquelle l'espace est devenu un enjeu de géopolitique, c'est le fait que l'espace est le territoire d'une nouvelle économie, une économie qui se met en place avec évidemment des leaderships technologiques, mais avec aussi de nouveaux acteurs. Au sein de la chaire Sirius, nous sommes, depuis déjà plusieurs mois, très intéressés par l'évolution de la chaîne de valeur. En quelques mots, traditionnellement, l'économie de l'espace s'organisait autour de deux types de segments de marché. Il y avait le segment de marché correspondant à la fraction Terre-Espace. Il fallait faire décoller des fusées, mettre en orbite des satellites. Il fallait évidemment construire ces satellites. Il fallait être en mesure de les lancer. Il fallait des activités associées, du financement, de l'assurance, et l'on avait tout un ensemble d'activités qui représentaient pour l'essentiel le marché des activités spatiales. Puis avec le développement des utilisations commerciales, civiles de l'espace, on a vu apparaître un deuxième segment de marché, le segment de marché espace-terre, avec les trois utilisations essentielles de l'espace que sont la télévision par satellite, enfin, les communications par satellite, la géolocalisation et l'observation de la Terre, dont le rôle est absolument essentiel dans de nombreux domaines d'activité, à commencer évidemment par la surveillance des changements climatiques. Aujourd'hui, et depuis quelques années, on voit se construire un segment de marché espace-espace, avec un ensemble d'activités qui relèvent des services en orbite. Les opérateurs eux-mêmes s'articulent autour des opérations de mise en orbite qui impliquent par exemple que l'on fasse décoller un véhicule de lancement, qu'on positionne le satellite sur une orbite d'attente, et puis là, un véhicule, un tug, un space tug, vient chercher le satellite et l'amène sur son orbite définitive. Deux activités qui naissent. Il y a tout ce qui touche au refueling, donc à la maintenance des satellites. Les satellites avaient une durée de vie limitée, 6 ans, 12 ans pour les satellites les plus résistants. Aujourd'hui, on arrive à prolonger de manière significative la durée de vie des satellites et on réduit par voie de conséquence le nombre des débris lorsqu'on le fait, en procédant à l'observation d'un satellite, à l'organisation de sa maintenance, avec des satellites qu'on appelle les cyclers, qui ont des bras articulés et qui peuvent par conséquent non seulement observer, mais encore intervenir, recharger le carburant, la charge utile du satellite. Bref, il y a toute une économie qui se met en place. Et cette économie se développe dès lors même que l'on envisage des activités comme l'installation de villages lunaires, activités ou économie cislunaire entre la Terre et la Lune, et puis évidemment lorsque l'on voit se mettre en place l'ensemble des segments de marché qui les accompagnent. Ceci a des conséquences sur la chaîne de valeur. Et c'est très intéressant de suivre la chaîne d'activité. C'est-à-dire qu'on voit effectivement cette chaîne de valeur évoluer de la partie physique. L'espace était l'affaire d'une infrastructure pour l'essentiel. Tout se faisait autour de 3 éléments, des stations terrestres, un satellite ou un objet spatial, et puis des fréquences radioélectriques qui relient la station à l'objet spatial. Aujourd'hui, cette infrastructure disparaît progressivement au profit d'un grand nombre d'activités de services. On assiste à une dématérialisation en quelque sorte des activités spatiales. On a connu ce phénomène dans les télécommunications. Ce que nous venons de vivre depuis le milieu des années 80 dans le secteur des télécommunications, depuis la sortie des monopoles, la libéralisation du secteur, l'éclosion de la téléphonie mobile, est tout à fait significatif. C'est la perte de valeur de l'infrastructure au profit de la valorisation des infrastructures. On assiste au même phénomène dans le secteur spatial, et c'est une vraie révolution qui se traduit notamment par des tensions dans de nombreux domaines, notamment dans l'utilisation du spectre, je l'évoquais tout à l'heure, et nous avons tous ces éléments. Donc,
si l'on pose la question de savoir si l'espace est un objet ou un enjeu géopolitique, la réponse est explicite, oui, l'espace est un enjeu géopolitique. Alors voilà qui m'amène à la deuxième partie de mon exposé, qui est effectivement liée à ce qu'on appelle désormais le Space Lawfare. Lawfare, d'où ça vient? Eh bien, vous avez reconnu le terme anglais law, qui renvoie au droit et aux lois, et fare, c'est en fait la contraction de warfare, c'est-à-dire au fond la science de la guerre. Ce mot nouveau, ce néologisme, lawfare, est effectivement là pour désigner une réalité dont on mesure tous les effets aujourd'hui, qui est effectivement que le droit est devenu un instrument de guerre, un instrument, une arme stratégique. C'est le moyen, justement, de ce rapport de force que l'on évoquait tout à l'heure. Alors, quelques remarques toutes simples sur ce terrain dans les quelques minutes qui me restent. D'abord, effectivement, on le voit tous les jours désormais, l'utilisation des droits de douane. Le fait que l'on va punir, taxer des produits d'importation pour obtenir effectivement un bénéfice sur le plan interne, protéger des économies ou des industries et faire en sorte que ces industries puissent effectivement se financer par la contribution que les opérateurs extérieurs vont devoir acquitter. Derrière les droits de douane se dissimule tout le travail de normalisation internationale. Nous sommes dans le domaine spatial, dans un domaine qui ne peut fonctionner que si l'on dispose des mêmes instruments, des mêmes références techniques internationales. Et ces instruments et ces références impliquent tout un appareil de normes techniques qui permettent effectivement la connectivité des infrastructures. Ce travail de normalisation est effectivement accompli, mais la normalisation, c'est comme la langue d'Ésope, à la fois la meilleure et la pire des choses. Elle peut être vertueuse dans la mesure où elle permet de trouver un langage commun entre toutes les infrastructures de communication, mais elle est souvent le paravent du monopole, du protectionnisme, ce que l'on appelle communément des obstacles non tarifaires. Derrière la normalisation se dissimule une guerre qui est celle du contrôle-export, c'est-à-dire au fond l'utilisation d'une préoccupation générale, éviter la dissémination des armements pour s'ingérer dans la fabrication, la construction de satellites. Les droits d'usage du spectre, donc le spectre des fréquences, donne lieu à une utilisation sous la forme d'autorisation, de licences qui sont accordées. Le spectre est géré au niveau international par une organisation qui s'appelle l'Union internationale des télécommunications, qui gère tout à la fois les attributions de fréquences et les attributions de position orbitale. Et cette organisation internationale s'efforce de répartir au mieux des possibilités techniques les usages du spectre. Après, l'octroi de licence, l'octroi d'autorisation est le fait des États, et les droits d'usage du spectre sont des enjeux de puissance. Tous les 4 ans a lieu une conférence mondiale des radiocommunications, et les discussions vont bon train, non seulement dans l'enceinte de l'UIT, mais encore dans les couloirs. Les lois nationales sont utilisées pour assurer la suprématie d'un État. Les lois nationales, notamment la nôtre, la loi sur les opérations spatiales, la LOS, ces lois nationales sont le moyen tout à la fois de réglementer, d'organiser les conditions d'accès au marché, mais aussi de protéger les intérêts nationaux. Mieux, servent de support, de politique d'attractivité. L'idée, c'est effectivement d'attirer, en pleine concurrence entre ces lois nationales, d'attirer le maximum d'opérateurs internationaux sur son territoire national. On reproche à l'Europe d'être, qui est, soit dit en passant, la plus grande et la plus aboutie des zones de commerce intégrées, et elle est intégrée par le droit. On reproche à l'Europe d'être une zone de réglementation. Mais que fait l'Europe? Elle se défend, et elle se défend avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire l'organisation de l'accès au marché européen pour les non-européens, en faisant en sorte qu'il y ait des règles, et que ces règles soient de nature à être exportées au-delà de ses frontières. L'Europe, en réglementant, utilise la réglementation, utilise le droit comme une arme. Dans le domaine des financements, la course au financement est tout à fait spectaculaire, et
elle est le moyen, justement, d'utiliser le droit et de donner au droit sa pleine fonction d'arme stratégique. D'abord parce que il existe dans les pays anglo-saxons des moyens de financement que nous n'avons pas. Je rappelais tout à l'heure le rôle des fonds de pension, mais surtout parce que le financement, le droit, pardonnez-moi, suit le financement. Le financement commande le droit. Si je veux obtenir des fonds, et si ces fonds se trouvent en Grande-Bretagne, je vais devoir me soumettre au droit anglais, même si je suis français, et même si j'ai le désir de me soumettre au droit français. Le choix du droit, par conséquent, n'est pas neutre et constitue un point important. Au fond, avec cette énumération, je veux simplement vous montrer que la construction d'un édifice juridique international autour des activités spatiales, et cet édifice n'est pas simplement constitué des traités, il est aussi désormais caractérisé par l'importance des lois nationales, par le rôle important que jouent les contrats commerciaux entre opérateurs, par le travail considérable qui est fait dans le domaine de la normalisation. Bien, tout cela décrit un édifice qui est profondément marqué par la volonté d'organiser évidemment un cadre juridique à l'ensemble des activités spatiales et de faire en sorte que ces activités entrent dans le rang, puissent effectivement se développer avec le maximum de sécurité juridique, mais évidemment ce cadre peine à suivre la grande effervescence industrielle, économique, financière, sociétale des activités spatiales. Au fond, ce dont on a besoin, c'est évidemment de plus de cohérence dans ce cadre juridique. Ce dont on a besoin, c'est aussi de beaucoup de créativité de la part des juristes, au même titre que les ingénieurs sont créatifs. Et au fond, en soulignant le parallèle entre les ingénieurs et les juristes, eh bien, j'ai simplement manifesté le fait que l'espace n'est plus l'affaire des ingénieurs, ou ils n'appellent pas seulement la créativité des ingénieurs. Il s'offre donc à l'imagination des juristes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Rapp, pour cette présentation. Merci d'abord pour ce diagnostic un peu stressant quand même, malgré tout, de l'état de nos relations internationales, mais avec lequel on ne peut qu'être d'accord. Merci également pour la clarté, en fait, de l'ensemble de votre argumentaire sur les grands enjeux géopolitiques que ces activités spatiales présentent aujourd'hui et probablement dans le futur. Et également, donc, probablement toute cette inventivité qu'il est attendu de nous pour essayer de cadrer au mieux ces activités dans effectivement, je dirais, des objectifs malgré tout qu'on aurait pu imaginer divergents entre les différents acteurs que vous avez présentés, et donc les acteurs publics, les acteurs privés, mais les chercheurs également. On n'en a pas encore beaucoup parlé, ce sera l'objet des ateliers suivants, mais voilà, avec probablement des intérêts différents. Mais je pense malgré tout que en tout cas les trois catégories d'instruments que vous avez évoquées, que sont les traités internationaux, les contrats, les lois nationales, il y a quand même une convergence probablement entre les différents acteurs et qui est en train de se mettre à l'œuvre, en tout cas dans certaines parties de notre monde. Merci encore, Monsieur Rapp. On peut peut-être l'applaudir. Alors, je vais clôturer cette séance en vous remerciant tous les deux pour cette participation, pour cette introduction absolument indispensable à la suite de nos travaux. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici donc sur le diaporama, je pense que tout le monde le voit, y compris en ligne, donc les dates des 2 prochains ateliers. Donc celui du 15 mai qui portera, alors on reviendra à nos thématiques plus classiques, mais nous avions absolument besoin encore une fois de ces introductions et vous l'avez fait brillamment, donc encore une fois merci. Donc sur la santé de l'astronaute et de l'homme. Et puis le volet 3
qui traitera de la question de l'espace et de la recherche fondamentale en sciences de la vie, donc recherche en biologie, des éléments que nous avons quand même évoqués aujourd'hui. Donc je remercie également les participants en ligne qui étaient assez nombreux aujourd'hui et tous ceux qui sont restés dans la salle pour la fin de ces travaux. Et encore une fois, merci à nos intervenants. À très vite. Merci.